19 heures dans les locaux de ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité. Voici pour vous le sommaire. Mise en œuvre du projet de la traçabilité des médicaments au Bénin et prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voici une des décisions prises par les membres du gouvernement en Conseil des ministres ce mercredi 19 juillet 2023. D'autres décisions ont marqué également la session hebdomadaire de cette semaine. À suivre dans ce journal le compte-rendu du Conseil des ministres. L'ambassadeur de Chine, Peng Jingtao, a reçu dans ses locaux ce mardi le réseau Média pour la coopération sino-béninoise. Une rencontre qui a été l'occasion pour le diplomate d'expliquer l'implication de la Chine sur plusieurs sujets. À suivre dans ce journal le compte-rendu de la séance. Fin du suspense en Afrique du Sud. Le pays annonce ce mercredi qu'il ne recevra pas le président russe Vladimir Poutine lors du sommet des BRICS prévu du 22 au 24 août à Johannesburg. On en parle dans un instant. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 19 juillet 2023 la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon, plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le compte-rendu fait par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngwetji. Au chapitre des mesures normatives. Modalité de reversement des enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique dans les différents cadres d'emploi des fonctionnaires. Pour rappel, le diagnostic du secteur de l'éducation avait mis en exergue la baisse continue du niveau des apprenants du primaire comme ceux du secondaire, puis fait apparaître l'insuffisance de professionnalisme de bon nombre d'enseignants, malgré les multiples renforcements de capacités dont ils ont bénéficié. Dans la recherche de solutions adéquates pour corriger cette contre-performance et relever la qualité des enseignements, le Conseil des ministres avait décidé, entre autres mesures, de procéder à une évaluation collective des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire général, en service au 31 décembre 2007 et reversés au 1er janvier 2008 en agents contractuels de l'État. Conformément à ces engagements lors de l'organisation de la dite évaluation en 2019. Le Conseil, à la suite des rapports faits sur le sujet, a également décidé du reversement des enseignants des deux sous-secteurs ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'issue de l'évaluation, soit 9 051 enseignants sur les 17 810 ayant composé. Ainsi, les enseignants concernés possédant le titre de qualification professionnelle requis pour l'accès aux corps indiqués seront reversés, grade pour grade, à compter du lendemain de la date de l'évaluation diagnostique et sont dispensés de stages probatoires. Quant à ceux qui ne disposent pas de titre de qualification professionnelle, ils seront reversés comme élèves fonctionnaires et conserveront leur salaire. Il appartiendra ensuite au ministère dont ils relèvent de prendre les dispositions appropriées pour l'organisation de la formation professionnelle à leur intention en vue de l'obtention du titre de qualification requis. Ont été par ailleurs adoptés au titre des autres mesures normatives les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention entre le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement de la République du Rwanda en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale. Au chapitre des communications, en point 1, mise en œuvre du projet de la traçabilité des médicaments au Bénin, e-pharmacie et prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Les réformes engagées dans le secteur de la santé prennent en compte la mise en place d'un système d'information pharmaceutique intégré. Ce mécanisme vise à sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement des médicaments et à maîtriser leur traçabilité depuis les laboratoires fabricants jusqu'aux derniers utilisateurs,
tel que l'avait décidé le Conseil des ministres en 2019. Dans ce cadre, une structure compétente avait été retenue pour la conception, la réalisation et le déploiement de cette solution et dont la mission se déroule comme prévu. Mais au regard de sa structuration, il est apparu nécessaire de solliciter les compétences d'un cabinet pour une assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'ensemble du projet. Celui-ci mettra à disposition un pôle de consultants seniors, tous spécialisés dans la traçabilité des produits de santé à l'international, experts dans la connaissance, la mise en œuvre et le déploiement des standards en la matière, en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication. Il veillera également au respect de la réglementation nationale en vigueur. Le ministre de la Santé accomplira toutes les diligences nécessaires pour que les objectifs fixés soient atteints. En point 2, compte rendu du déroulement des examens scolaires au titre de l'année 2022-2023. Les ministres chargés des différents ordres d'enseignement ont fait au Conseil le point du déroulement de l'année scolaire avec un accent particulier sur les examens qui la sanctionnent. Il en ressort que les activités pédagogiques se sont bien déroulées sur tout le territoire national avec une bonne exécution des programmes dans le respect du calendrier établi. Cette dynamique positive, qui s'observe depuis quelques années, est à l'actif des apprenants, de leurs encadreurs et confirme le bien fondé des réformes en cours dans le secteur éducatif. Ainsi, au plan national, les taux de réussite aux divers examens s'élèvent à 81,29% pour le certificat d'études primaires CEP, 69,21% pour le brevet d'études du premier cycle BEPC et 63,08% pour le baccalauréat. En prenant acte de ces résultats qui restent perfectibles, le gouvernement adresse ses félicitations à tous les acteurs de l'école sur toute l'étendue du territoire national. Il relève cependant que la pratique consistant à classer les départements par ordre de mérite manque de pertinence. En effet, s'il peut être utile de faire des comparaisons pour susciter une saine émulation, mais aussi analyser les données année après année en tenant compte des contextes spécifiques et des dynamiques locales, les disparités qui s'observent encore dans les conditions d'apprentissage d'un département à l'autre faussent l'objectivité d'une telle démarche. Celle-ci génère par ailleurs des déviances de la part de certains acteurs de l'éducation, soucieux d'améliorer coûte que coûte leur classement, et il conviendrait d'y mettre fin. Le Conseil encourage tous les acteurs de notre système éducatif à poursuivre ces efforts qui participent de la performance continue de l'école béninoise. Au chapitre des mesures individuelles, au ministère de la Justice et de la Législation, et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, M. Laziwole Alade Abdou Karimi Adeoti est nommé procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique passe en revue les 19 et 20 juillet prochains le plan de travail annuel 2023. Rogatien Tosso, le directeur de cabinet, a procédé à l'ouverture des travaux en remplacement à la ministre Éléonore Yahi Ladécan. Empêché. Reportage, c'est Ondelarius Adjagouno. Les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique évaluent les performances et contre-performances de leurs sous-secteurs lors de la revue à mi-parcours du plan de travail annuel PTA 2023. Le plan de travail annuel gestion 2023 du MESRS a connu au cours du premier semestre plusieurs difficultés dont les principales sont liées à la mobilisation des ressources. Comme il est recommandé de faire le bilan à mi-parcours du PTA pour mettre en exergue les résultats obtenus, apprécier aussi les difficultés rencontrées, nous nous retrouvons ce matin pour cet exercice qui, à terme, devra nous permettre en commun de mettre nos idées et propositions pour une gestion plus efficace du deuxième semestre de l'année 2023.
Pendant les 2 jours de la session, du 19 au 20 juillet, les participants sont appelés à non seulement passer en revue la performance semestrielle de 2023, mais aussi à apprécier le point de la mise en œuvre des recommandations de la revue du PTA 2022. Représentant la ministre Éléonore Yaye Ladekan Empêché, le directeur de cabinet a présenté les niveaux d'exécution du PTA à la fin du premier semestre. Au 30 juin 2023, les taux d'exécution physique et financière, base ordonnancement, sont respectivement de 28,41% et 30,50% contre respectivement 27,31% et 17,74% en 2022 à la même date. En comparaison au taux de 2021, l'autorité relève un écart que les différents acteurs de la chaîne des dépenses du ministère doivent étudier au cours de cette session. Les taux d'exécution physique et financière base ordonnancement sont respectivement de 31,50% et 21,51% à la même date en 2021. Il se pose alors un problème qu'il convient de diagnostiquer en vue de trouver des solutions idoines. Ces taux n'intègrent pas les agences, à savoir Semecity, Assise et Assine. Face aux défis qui restent à relever, le directeur de cabinet a exhorté les participants à maintenir le cap en travaillant davantage en symbiose pour l'atteinte des objectifs. Quoique perfectible, la performance réalisée au 30 juin 2023 est meilleure à celle de 2022 à la même période. J'invite donc les acteurs et parties prenantes à recourir davantage aux facteurs explicatifs de cette performance afin que le bilan en fin d'année soit élogieux. Et cela passera certainement par la conjugaison des efforts de chacun de nous et la synergie d'action afin de faire rayonner le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Bénin. Du plan de la gouvernance administrative et institutionnelle au plan pédagogique et académique, en passant par la recherche scientifique, l'innovation et les œuvres universitaires et sociales, plusieurs actions et réformes ont été réalisées au cours de la période, objet de la présente revue à mi-parcours. Rogastien Tosso, le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a levé un coin de voile sur les réalisations au 30 juin 2023. Suivez plutôt. La première moitié de l'année 2023 a connu, avec l'appui de nombreuses parties prenantes, la réalisation d'actions et réformes. Au titre des réalisations, nous avons, entre autres, au plan de la gouvernance administrative et institutionnelle, l'organisation de 2 sessions ordinaires de la commission administrative paritaire du MESRES, la visite et des séances de travail avec les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur par Madame la ministre en vue d'apprécier l'installation des infrastructures et les offres de formation. Au plan pédagogique et académique, il faut souligner, entre autres, l'organisation à bonne date des concours dans les écoles et instituts du baccalauréat session de juin 2023. Il y a aussi par ailleurs l'organisation de la première session extraordinaire de la Commission nationale d'études des équivalences de diplômes. On va aussi ajouter le lancement effectif de la plateforme d'inscription au fichier national des aspirants
au métier d'enseignant du supérieur, au plan de la recherche scientifique et de l'innovation. Il y a eu l'élaboration de la stratégie nationale de la recherche et de l'innovation, dont la vulgarisation est pour bientôt. L'organisation de la journée de la Renaissance scientifique d'Afrique, couplée de la foire Made in Benin, au plan des œuvres universitaires et sociales. On peut dire que 36 447 dossiers de bourses et aides universitaires sont traités et payés au titre du premier semestre. Nous avons assisté également à la mise en route de 13 étudiants bénéficiaires des bourses nationales à l'étranger et de coopération. L'ambassadeur de Chine au Bénin, Peng Jingtao, a reçu dans ses locaux hier mardi 18 juillet 2023 le réseau média pour la coopération sino-béninoise. Cette rencontre a été l'occasion pour le diplomate d'expliquer l'implication de la Chine sur plusieurs sujets. Peng Jingtao a notamment donné la position de son pays dans la guerre russo-ukrainienne. Suivez ses propos au micro de Anedo. Après le lancement de la guerre Ukraine, dans les médias occidentaux, on parle beaucoup de la position chinoise. On critique même la Chine d'en profiter, de ne pas critiquer clairement la Russie, de lancer une guerre. Mais, en réalité, en fait, depuis le lancement de la guerre, la Chine a prononcé publiquement sa position. Et il a fait des efforts pour promouvoir la négociation, la résolution par une voie pacifique et diplomatique de cette guerre. Alors, la position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne est composée en 8 points. Premièrement, il faut respecter la souveraineté de tous les pays. Deuxièmement, il faut renoncer à la mentalité de la guerre froide, de la confrontation des alliances militaires. Troisièmement, cesser les hostilités. Les conflits et guerres ne font de bien à personne. Quatrièmement, lancer les pourparlers de paix. Il faut vraiment encourager les pourparlers de paix, au lieu de le dire seulement en parole. Et en réalité, poursuivre, encourager l'escalade de la guerre. Cinquième, il faut régler la crise humanitaire, parce que dans la guerre, c'est toujours les peuples qui sont les victimes. Et il faut assister, aider les peuples humains en première. Sixième, protéger les civils et les prisonniers de guerre. Septième, préserver la sécurité des centrales nucléaires. Parce que quand il y a une crise dans une centrale nucléaire, ce n'est pas seulement les victimes, c'est pas seulement les deux pays, Ukraine et aussi les pays voisins, qui sont victimes, c'est le monde entier. Huitième, réduire les risques stratégiques. Neuvième, faciliter l'exportation des céréales. Dixième, mettre fin aux sanctions unilatérales. Onzième, assurer la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement. Douzième, promouvoir
la reconstruction post-conflit. Ça, c'est à peu près la position chinoise sur la crise ukraine. Nous avons nommé un envoyé spécial par le gouvernement et il a aussi visité tous les pays concernés. Il ne faut pas oublier que la Chine n'est pas un pays concerné de cette guerre. L'ambassadeur Peng Jingtao a également opiné sur la guerre économique sino-américaine. Il est toujours au micro de Aneldo. Pendant longtemps, au début, la porte de la Chine est forcée par les bateaux militaires occidentaux en 1840, par une guerre d'opium. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, la Grande-Bretagne veut vendre l'opium, c'est trop, dans le marché chinois. Et la Chine a refusé, a fermé la porte au nom de la liberté de commerce, ils ont forcé la porte chinoise pour l'ouverture. Ça, c'est le début de catastrophe chinoise. Et puis, après, en 2000, avant l'entrée de la Chine dans la GATT, l'Organisation mondiale de commerce, nous sommes forcés beaucoup vers les pays occidentaux pour ouvrir la porte, pour réaliser une liberté de commerce. Mais une fois la Chine est entrée, respecter l'ordre de ce commerce mondial, et ces pays ont perdu petit à petit leurs intérêts. Ils veulent changer les principes, les règlements. Donc, alors, c'est comme une course, la compétition de course à long terme. Alors, la Chine respecte les principes de la course de long terme. Nous faisons nos efforts pour courir plus vite. Mais ceux qui sont avancés, quand ils ont vu que la Chine les attrape, ils ont changé de méthode. Ils veulent changer une compétition de course à une compétition de boxe. Non, mais dans le monde d'aujourd'hui, il faut avoir des principes, comme dans les Jeux olympiques. Et ces principes doivent rester, universels pour tout le monde. Il y a quelques semaines déjà, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a invité les occupants du Centre de promotion de l'artisanat à rejoindre le nouveau marché des arts de Cotonou. Un déplacement qui peine encore à s'effectuer dans le rang des artisans du CPA. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE TV s'est rendue au CPA ainsi qu'au marché des arts de Cotonou afin de recueillir l'avis de quelques artisans. Suivons-les au micro de Francis Farami et Nansirine Fatoumbi. On a fait plus de 20 ans au centre de promotion de l'artisanat, mais il y a des Béninois qui ne savent jamais si le centre de promotion de l'artisanat existe. Aujourd'hui, on est au bord du goudron. Même des gens qui passent par ici, par inadvertance, et déjà avec les couleurs, ils sont attirés, ils regardent, ils savent que des gens sont ici, ils font de l'artisanat. Ce qui est important pour nous dans le nouvel emplacement, c'est quoi? On est au bord du goudron et les Béninois qui n'étaient pas habitués à l'achat des objets d'art, je crois quand même, ils sont en train de regarder, ils sont en train de voir. D'ici à là, ils vont s'intéresser à ça, ils vont commencer par payer. Parce que nous, notre objectif principal, c'est de conquérir le marché local. Parce que ceux à qui on vendait plus, c'est les gens de l'extérieur. C'est bon et c'est bien placé, tout va bien. L'emplacement, c'est pas mal, sauf que par rapport à l'ancien, on est bien à l'aise là-bas parce qu'il y a les arbres, il fait un peu frais là-bas, c'est un peu vaste. Les touristes, ils se promènent comme ils veulent dedans, mais ici, bon, c'est vrai, ici aussi, on est sorti, on a plus de visibilité ici, parce que c'est au bord de la voie. On a un peu de clientèle ici par rapport à là-bas, sans vous mentir. Et ici,
les anciens clients ne viennent pas d'abord, mais on a des nouveaux clients qu'on découvre. C'est pas mal pour le moment. Il y a pratiquement environ un mois et demi, on est présentement sur le nouveau site. On dirait que le relogement a commencé de façon progressive. Tout le monde n'est pas encore venu. Il y a certaines personnes qui demeurent encore sur l'ancien site. Mais arrivé sur le nouveau site, on ne dira pas que c'est mauvais. Ceci, on est sur la place publique, presque. C'est au bord du goudron. Tous ceux qui ne savaient jamais qu'on existait aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui font de l'artisanat, mais plutôt de l'artisanat historique qui existe au Bénin. On ne peut que les remercier, on ne peut remercier spécifiquement le chef d'État parce qu'au début, et ils n'ont rien prévu pour nous, mais quand il a attendu, il a été au courant, il a dit, les artisans, il faut pouvoir leur trouver quelque part avant de les déguerpir du CPA. Le CPA, ce n'est pas qu'on veut transformer en une nouvelle chose, mais on veut construire quelque chose de mieux, un truc à grand standing. Mais il y aura toujours des artisans dedans. Et bien, lorsqu'on parle d'artisans, on n'ira pas chercher des Togolais. Dans tous les cas, c'est nous qui sommes déjà sur le terrain. Je crois quand même à son temps, on va nous rappeler. Donc on tient toujours à remercier le gouvernement par rapport à ça et qu'il prenne en compte les petites difficultés que nous rencontrons pour le moment sur le site. Si on peut on peut essayer de revoir les questions d'arbres et s'il y a la possibilité de mettre des pailles sur la toiture, ça, franchement, ça rendra l'environnement plus propice et plus attractif pour nous. On parle sport à présent. L'équipe nationale féminine olympique de football du Bénin s'est qualifiée ce mardi pour le deuxième tour des éliminatoires des Jeux olympiques Paris 2024. Après le nul, 2-2 à l'aller, les Amazones du Bénin ont battu les Lycans de la Guinée-Bissau 3-2 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, grâce notamment à un magnifique coup franc de Aude Gbedissi. Revivez les 5 buts de la partie dans les conditions de direct avec aux commentaires Jean-Paul Remanquan, Armel Corneille Goronou et Leandro Kodo. On joue déjà et le Bénin, comme vous l'aviez dit, Corneille Goronou a démarré de façon incisive cette rencontre. La première escarmouche était bien sûr à l'actif des jaunes. Attention de ne pas jouer avec le feu. Et une balle perdue déjà, la première occasion et l'ouverture du score à la 2e minute de jeu. Elle y a cru. Le corner a venu, la tête ratée. Léa qui a l'occasion. Et c'est dedans. L'égalisation de Léa à la 24e minute. Quel corner. Elle s'élève à la Cristiano Ronaldo. Superbe. Et désormais, Bénin 1, Guinée-Bissau 1. Appréciez le but Corneille. Léa Fatina qui a choisi le meilleur moment. Le corner a été très bien exécuté. Il y avait une partenaire et qui a la possibilité de frapper. Elle a raté. Elle a eu le contrôle dans ces conditions. Elle a mis sa frappe. La gardienne ne pouvait rien faire. Et le Bénin qui rétablit donc la parité. Elle était très intelligente. De la meilleure des manières. Du bout du pied, c'était piqué. On a Aude, on a également Zissou Merveille. Ça doit être les spécialistes donc de coups de pied arrêtés. Une très belle opportunité. Regardez par la position. Le ballon qui est situé pratiquement à 10 mètres de la surface de réparation. Et c'est très bon. Et c'est parti. Elle est technicienne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle enroule le ballon. C'est dedans. Quel super but! Quel super but! But d'école. Elle a travaillé le ballon. On joue la 29e minute et le Bénin mène désormais 2-1. Elle avait marqué à l'aller. Au retour, elle vient donc de donner l'avantage aux Amazones du Bénin au stade général Mathieu Kérékou. Elle a ramené l'église au cœur du village. Un coup franc très bien exécuté. On a vu tout à l'heure ça. Encore Aude qui va servir. Yami, elle va passer. Aïe, 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 aïe. Elle n'a pas regardé la position de la gardienne. La touche était de trop. Attention. Le renversement de jeu sur le côté droit. On a quoi jouer avec Léa. Léa qui va servir, qui Yami a réussi. Et c'est dedans. C'est dedans. Quel but à la 39e. Quel but. Yami Yolande à la 39e minute de jeu. Appréciez la phase de jeu. Mais c'est magnifique Jean-Paul. Regardez l'occasion. Elle a été construite depuis le rond central. Sur le côté droit, il est revenu. En plein surface de réparation, le contrôle, il a piqué le ballon. Mais c'est magnifique.
3 buts pour le Bénin, 1 pour la Guinée. Le coup franc, le 3e but, tout a été construit. C'est un travail d'école, c'est fait à l'entraînement et c'est ce qu'on veut. Lorsque vous apprenez, c'est comme des notions qu'on enseigne à un apprenant en classe, en situation de cours. Et lorsque l'enfant est devant le fait accompli, l'enfant récite. Franchement, c'est beau. Ouais, le découragement a changé de camp. Le découragement a changé de camp depuis qu'on a gravé le score. Et là, cette Léa fascinante, elle est en train de montrer de toutes les couleurs à cette équipe de la Guinée-Bissau. Alors on va suivre donc ce coup de pied arrêté et qui sera botté donc par Césario Gomez Itcha. Et c'est bien botté au point poteau. Quel but! Quelle erreur de la part de la gardienne! Quel but! À la 84e! Au deuxième tour qualificatif, les Béninoises ont affronté les Ghanéennes, tombeuses du Sili national de la Guinée-Conakry. L'adversaire est coriace. Immaculée Agbakou, la sélectionneur, en est consciente. Elle entend corriger les lacunes avant la double confrontation. Elle a fait le débriefing du match en compagnie de la capitaine des Amazones, Aude Bédissi. À cœur vaillant, rien n'est possible, surtout quand on sait déjà qu'on est en danger. Il faut déjà féliciter ces joueuses. Les consignes ont été suivies, mais quand l'organisme est faible, il n'y a plus rien. On est rentré hier lundi, autour de 17h à l'hôtel. On a joué aujourd'hui mardi à 17h. On est rentré dans l'avion depuis 5h du matin. Donc vous pouvez vous imaginer, les joueurs se sont réveillés autour de 2h et c'est ça le combat qui a continué jusqu'à maintenant. Je voudrais simplement demander au public et aux journalistes béninois de garder le score. Gardons le positif, militons et œuvrons pour corriger ce qui ne va pas et aidons ces joueuses à devenir meilleures dans l'avenir. Même si les coachs ne donnent pas des consignes, toi-même tu réfléchis et tu fais ce qui est bien pour ton équipe quand tu es dans un faible moment. On n'avait pas le ballon. L'adversaire était dans notre camp. J'étais obligée de descendre de 2 pas pour pouvoir aider mes coéquipiers défensivement. Je pense qu'il y avait aussi la fatigue parce qu'on n'a pas, le voyage, ça n'a pas été facile. Et ce qu'on doit retenir ce soir, certes, on était fatigué, mais l'essentiel a été fait et on a gagné ce soir. Toujours dans le même registre, au terme de la rencontre féminine entre le Bénin et la Guinée-Bissau qui a valu la qualification au deuxième tour des éliminatoires des Jeux olympiques Paris 2024 pour les Amazones du Bénin, Colombe Oussou a recueilli les commentaires et avis de quelques journalistes sportifs qui ont évalué la prestation du Bénin. Suivons ensemble. Félicitations aux filles, aux Amazones du Bénin, parce qu'au bout de l'effort, il y a eu quand même la victoire qu'on doit saluer. C'est la joie pour tout le monde pour cette qualification obtenue à l'arraché. Il faut avoir le courage de le dire. Ça n'a pas été du tout facile pour la sélection béninoise dans le deuxième mi-temps. Surtout avec la gardienne de but qui n'était pas du tout dans le match, Diane Ogun, et qui à un moment donné a paniqué. Mais au-delà de cette prestation, il ne faut pas lui tirer dessus. Elle est quand même une très bonne gardienne. J'avoue qu'on a eu, là c'était une rencontre quand même assez intéressante, même si au départ on a eu une équipe béninoise qui était un peu entrée difficilement dans son match parce que les Bissau-Guinéennes ont pris le match par le bon bout avec l'ouverture du score qui est venue un peu trop tôt, déjà à la deuxième minute de jeu. Et à cet instant du match, on se demandait si réellement elles auront les ressources nécessaires pour revenir dans le match, même si c'était déjà en début de match. Mais après, on a eu quand même une équipe à réaction qui a su réagir au moment où il fallait et renverser le match en réussissant à mettre ces 3 buts qui aujourd'hui permettent au Bénin de passer ce premier tour. Dans l'ensemble, c'est vrai qu'on a eu à des moments donné des séquences de jeu intéressantes, mais je crois que ce que les Béninoises ont eu à produire du côté de la Guinée-Bissau pour le match aller semblait beaucoup plus intéressant que ce à quoi on a assisté aujourd'hui au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, parce qu'on a vu quand même une équipe béninoise qui à un moment donné était un peu carrément coupée en deux, où on était obligé de balancer de longues balles devant pour essayer de retrouver les attaquantes
Mais bon, après, je crois qu'il y a beaucoup de boulot encore au niveau de l'équipe. Il faut féliciter cette équipe des Amazones du Bénin parce que ce n'était pas forcément gagné d'avance quand on sait qu'au match aller c'était 2-2. Au match retour, les filles ont montré beaucoup d'envie et la victoire est venue couronner ses efforts. C'est vrai qu'on a constaté aussi beaucoup de failles que je pense que le staff technique va essayer de corriger. Si ça se corrige, on peut quand même espérer voir une équipe des Amazones tenir tête au Ghana parce que c'est le Ghana qui se plante sur notre chemin dans le second tour. C'est plus dur, il va falloir vraiment se préparer et ne pas rater le match à domicile. Ça, il faut commencer par là parce que si c'est raté à domicile du côté d'Accra ou de Koumassi, je ne sais pas où le match va se disputer, ça ne s'annonce pas facile. Il faut y croire et je pense que la balle est surtout dans le camp de l'encadrement technique. C'est un peu difficile de mettre une pièce sur cette équipe pour la suite de la compétition, mais c'est quand même bien de voir que après la première génération de championnat féminin, on a au moins une génération qui arrive à produire du jeu. Notre équipe n'a pas encore une bonne assise, une bonne base. Et notamment, on a un problème de gardien. Le plus dur vient face au Ghana et je crois que c'est là que ça va être assez compliqué pour le Bénin parce qu'après tout, quand on parle du Ghana, c'est quand même d'un cran au-dessus du Bénin dans la zone du foie aujourd'hui, la zone Ouest B. À part le Ghana, le Nigeria, je ne vois pas vraiment ces nations de football qui pourront réellement rivaliser avec ces deux nations. Donc, je crois qu'on est arrivé à un moment où il faudra beaucoup plus espérer, pourquoi pas réaliser le miracle, réaliser l'impensable face à cette équipe ghanéenne qui, au match aller, est allée battre, il faut le rappeler, la Guinée 3-0 quand même à domicile. On peut les imaginer passer ce premier tour. Mais là, pour le second tour, le Bénin a réellement du boulot. Déjà de la défense jusqu'en attaque, notamment avec les gardiens de but qui ne rassurent vraiment pas. Je crois qu'il faudra beaucoup plus parler. Et également, pourquoi pas, s'il le faut, trouver des psychologues qui pourront réellement travailler sur le mental des joueuses. Parce qu'on a vu déjà au niveau de Diane Ogou, par exemple, qui à un moment donné, rien qu'à voir ses entraîneurs un peu crier sur elle, on a l'impression qu'elle était hors de son match. Donc il faudra surtout réajuster ces éléments pour, pourquoi pas, à défaut de créer la surprise en surprenant le Ghana, pourquoi pas essayer quand même de tenir tête à cette équipe, de montrer que le Bénin a un football féminin qui aujourd'hui est en nette progression, même si beaucoup pensent en tout cas que la montagne, l'équation est quasi impossible face au Ghana. Il faudra montrer qu'on a du répondant, qu'on a les moyens pour aller chercher cette équipe du Ghana qu'on n'a jamais réussi à battre dans le football féminin. Hors de nos frontières, après des semaines de tergiversation, l'Afrique du Sud annonce ce jour qu'il ne recevra pas le président russe Vladimir Poutine lors du sommet des BRICS prévu du 22 au 24 août à Johannesburg, mettant fin à plusieurs mois de spéculation sur le sujet. Alors que le chef du Kremlin est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour le crime de guerre de déportation d'enfants ukrainiens, l'Afrique du Sud aurait été obligée de l'arrêter s'il venait en personne dans le pays, étant signataire du statut de Rome. Selon la présidence sud-africaine, c'est donc d'un commun accord qu'il a été décidé que Vladimir Poutine n'assistera pas au sommet et sera représenté par son ministre des Affaires étrangères. Cette annonce intervient après des semaines de négociations pour tenter de trouver une solution sans froisser le Kremlin avec qui Pretoria veut conserver de bonnes relations. Dans des documents rendus publics hier mardi, Cyril Ramaphosa indiquait que selon la Russie, arrêter le président russe équivaudrait à une déclaration de guerre. Malgré tout, Cyril Ramaphosa se dit confiant que ce sommet des BRICS aura un succès. Toujours à l'échelle internationale, l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord souffrent encore d'une chaleur extrême. Les thermomètres s'affolent et la presse regorge des unes alarmantes. Selon quelques médias, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, des centaines de millions de personnes endurent des conditions caniculaires. La chaleur combinée au manque d'eau suscite le mécontentement de la population en Iran.
La Chine, également durement frappée par la vague de chaleur, a organisé une conférence sur l'écologie et la protection de l'environnement et y a invité John Kerry, l'émissaire américain pour le climat. Rappelons qu'il y a de cela 17 ans, l'ancien vice-président américain avait tiré la sonnette d'alarme sur le climat. L'ex-vice-président rappelle l'urgence de mettre un terme à l'utilisation d'énergie fossile. Voilà pour vous, chers internautes, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur EZAE TV.